Pour aborder ce XIe siècle, commençons à la station Arts et Métiers. Ici se dresse alors une petite chapelle consacrée à Saint-Martin. Souvenez-vous, il y a 600 ans, Saint-Martin, de passage à Paris, a guéri un lépreux à cet endroit. En son honneur, on a élevé un petit oratoire qui est devenu une modeste chapelle. Et celle-ci ne va pas tarder à grandir, devenir de plus en plus somptueuse. Mais avant ce passage à l'an 1000, date rondelette mais qui n'a pas ému plus que ça les Parisiens, Paris est morose. Dans certaines églises, d'inquiétants abbés annoncent pour tout de suite la fin du monde. Paris serait-elle maudite? Sur l'île de la Cité, le roi Robert, le deuxième roi franc de la dynastie des Capétiens, célèbre l'an 1000 dans l'isolement d'un palais quasiment vide. Les vassaux, les conseillers, les clercs et même la plupart des serviteurs ont fui. Quelle malédiction s'est-elle abattue dans ces murs? Comment le fils duc Capet, dont la vie est exemplaire, a-t-il pu être délaissé de tous? Eh bien, figurez-vous que le roi Robert est tombé amoureux d'une femme mariée, la célèbre Berthe de Bourgogne. La belle devient veuve et le roi Robert peut obtenir sa main. Mais Hugues Capet s'y oppose, car Berthe n'est autre que l'arrière-petite cousine du roi. À la mort de son père, Robert épouse son amante. Mais l'Église, qui ne badine pas avec les liens de consanguinité, même s'ils sont un peu éloignés et tortueux, excommunie le roi de Francie de la communauté des fidèles. Une condamnation et une damnation. C'est ainsi que les derniers domestiques encore sur place prennent de grandes précautions. Ils purifient la vaisselle du roi par le feu et la prière après chaque usage. Persuadés qu'un simple contact avec ces ustensiles les vouera aux flammes éternelles de l'enfer. Devant le rappel permanent de leur union incestueuse, véritable malédiction, Berthe craque. En plus, elle n'a donné au roi pour descendance qu'un enfant mort-né en 5 ans de mariage. Et l'Église, qui n'accepte pas d'être contrariée, a aussi proclamé une pénitence de 7 ans en cas de non-séparation des époux. Devant de telles pressions et d'infortunes, Berthe se dit qu'au fond, elle ne tient pas tellement à être reine des Francs. Elle renonce donc à l'amour et quitte Paris. Quant à Robert, sa pieuse repentance s'affiche avec démesure. Il pleure, se lamente, fréquente chaque jour les églises parisiennes. Il chante plus fort que les autres, passe des nuits en oraison et va même jusqu'à coucher par terre en marque de pénitence. Il nourrit les pauvres, leur lave même les pieds. Le roi fait tout pour expier ses péchés. Mais est-ce que cela suffira à assurer le salut de son âme? Robert, dit le pieux, n'est pas sûr de ce qualificatif. Aussi se lance-t-il dans un vaste projet de rénovation et de construction d'édifices religieux. À Paris, le roi fait reconstruire l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, malmenée par les Vikings. Et pour tenir le bon Dieu à sa disposition, il élève dans son palais une chapelle dédiée à Saint-Nicolas. Elle deviendra un siècle et demi plus tard la Sainte-Chapelle. Robert le Pieux ne s'en tient pas là. Il fonde aussi des monastères un peu partout dans le royaume, qui vont témoigner de la ferveur religieuse du Moyen-Âge. Mais le roi Robert n'oublie pas pour autant son confort personnel. Il agrandit son palais de l'île de la Cité. La preuve, c'est 4 tours le long de la Seine. Savez-vous qu'elles ont chacune un petit nom? La première, carrée, est la tour de l'horloge, car elle est flanquée de la première horloge publique. C'est un cadeau de Charles V aux Parisiens en 1371. Et c'est du clocher qui orne son sommet qu'on célèbre la naissance ou la mort des rois durant 3 jours et 3 nuits. Difficile de ne pas être au courant. Ici, vous avez la tour de César, en souvenir de la période romaine du palais, et là la tour d'argent, qui abrite le trésor royal. Et pour finir, la plus ancienne, la tour Bombec, dans laquelle on trouve la salle des tortures, pour faire parler les Bombecs.
Pour en revenir à Robert, le roi n'a toujours pas d'enfant et doit assurer sa descendance. Il se résout à épouser en l'an 1003 une princesse qu'il n'a jamais vue. Constance d'Arles est âgée de 17 ans et a pour principale vertu de n'être d'aucune parenté avec le roi. À 31 ans, le roi fait figure de vieux barbon aux yeux de sa jeune femme. Aussi, pour se distraire, elle amène de sa Provence des grappes de jeunes gens. Avec eux, souffle un nouvel air frais sur Paris. Mais le désordre occasionné par toute cette jeunesse horrifie les vieux. Les nobliaux méridionaux ont les cheveux courts, le visage imberbe. Ce sont comme des femmes pour nos francs. Et ils s'habillent d'une manière extravagante, de vrais bouffons. Pensez, ils portent des bottines absolument ridicules, terminées par un bec recourbé. Si l'on y prend garde, c'est toute la jeunesse de Francie qui risque de se laisser tenter par ces accoutrements grotesques. Et les pieux abbés qui entourent le roi répètent à l'envi que la cour n'est plus ce qu'elle était. La jeunesse actuelle, mon Dieu, ne songe qu'au plaisir et à la débauche. Bref, à Paris, tout fout le camp. Et Robert, malgré ses 7 enfants, n'est pas heureux avec Constance. Cette maîtresse femme veut tout diriger. Alors il se consacre davantage à ses travaux. Il a restauré le palais de la Cité et l'agrandit par la conciergerie. Le bâtiment sert de résidence au concierge du palais. Concierge, un terme bien commun pour désigner une haute fonction de justice, assortie de privilèges gratifiants. Le concierge taxe l'avoine et chaque tonneau de vin. Les travaux sont réussis. Le nouveau palais de l'île de la Cité devient la résidence principale et le siège du pouvoir du roi de France. Un rôle qu'il conservera encore 300 ans. En installant le siège de l'exécutif dans ce palais, Robert le Pieux rend à Paris son rôle de capitale. Une capitale prospère. Mais jusqu'en 1031, car la montée sur le trône d'Henri Ier, fils de Robert le Pieux, annonce une période de fléau. Disettes, épidémies et incendies se succèdent. Les Parisiens sont affamés et divisés. Certains acclament le nouveau roi Henri, d'autres lui préfèrent son frère cadet, Robert. Inquiet, son autorité contestée, Henri juge prudent de prendre la fuite. Il a raison de partir. Dans la capitale, les Parisiens découvrent de nouveaux plats dont la composition est à frémir. Sur les marchés, on vend des racines et de nouvelles sortes de viandes. On trouve du chien, des souris et même, dit-on, des cadavres déterrés à la hâte. Il ne faut pas être trop regardant et s'accommoder de ce qu'on trouve pour survivre. Dans les églises, nombre de malheureux affamés s'amassent. Ils espèrent être secourus ou attendent l'ultime délivrance. Qu'importe, pourvu qu'un événement vienne à bout de leur souffrance. Néanmoins, pour se détacher du pape, Henri Ier fonde à Paris une abbaye dont il est le seul maître. À l'emplacement de la vieille chapelle dédiée à Saint-Martin, le roi a fait bâtir le monastère Saint-Martin-des-Champs. Il lui offre des terres, le dispense de taxes et lui accorde des droits et des privilèges lucratifs. Situé alors hors de Paris, le prieuré a ses propres enceintes. Celle que nous voyons aujourd'hui date de 1273. La Révolution transformera plus tard le prieuré en conservatoire national des arts et métiers. Paris se fait multiple. L'île de la Cité est enserrée derrière ses murs. La rive droite se peuple de belles demeures et de sites religieux, dont l'expansion est cependant limitée par les marais. Quant à la rive gauche, elle est essentiellement occupée par les abbayes, les églises et leurs vergers.